un fils de l'école des sciences politiques, qui a de grandes compétences dans les affaires européennes et qui va nous donner à lire, à entendre, à essayer de décrypter la Géorgie face aux organisations internationales. Merci beaucoup, Ottar. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous dans un rôle doublement inhabituel. Donc, premièrement, je représente pour la première fois ici le gouvernement géorgien et non plus les Géorgiens de France et les Géorgiens de Paris. Et deuxièmement, je fais un discours tout de même politique et non plus un discours scientifique. Donc, je vois que la première intervention a suscité des questions qui ne sont pas forcément liées à la thématique d'aujourd'hui, mais c'est normal. Je suis également prêt à répondre à toutes sortes de questions qui n'entrent pas forcément dans le cadre de notre réunion aujourd'hui. Mais avant tout, je voudrais me concentrer rapidement sur l'objet de notre réunion, c'est d'analyser le chemin parcouru 90 ans après l'invasion et la fin tragique de la Première République et 20 ans après la deuxième indépendance. Donc, d'établir les parallèles, évoquer les filiations, les différences, et d'en débattre éventuellement les ressemblances, la communauté internationale qui a beaucoup changé entre 1921 et aujourd'hui, et la Géorgie a également changé. On aurait tort de sous-estimer évidemment la Première République et l'importance de la Première République qui, en somme, n'a duré que 3 courtes années, mais il s'agit d'une expérience fondamentale et il s'agit d'une véritable restauration d'un État géorgien après une longue période de colonialisme et de domination de la part de la Russie tsariste. Si l'État géorgien a connu une existence pluriséculaire, la République de 1918 fut un État qualitativement différent. Et il fut également aux avant-gardes du monde civilisé de l'époque. Je vais énumérer très rapidement la liste des innovations de cette République. D'abord, le mode de gouvernement républicain. C'est pour la première fois dans l'histoire de la Géorgie, l'État a réémergé en tant que république, et non plus en tant que monarchie. Et puis c'est une république qui fut fondée sur le pluralisme des forces politiques. Là, j'ai des représentants, des descendants de différentes forces politiques de l'époque. Et aussi, c'était une république qui était fondée sur le principe des élections au suffrage universel. Le suffrage universel incluait également les femmes, ce qui est un grand avantage à l'époque. On le sait que même les démocraties bien établies de l'Europe occidentale ne partageaient pas tous cette caractéristique. Donc, cette république a également réussi à instaurer la langue géorgienne comme la langue officielle du pays, à créer un système judiciaire moderne, a créé une armée moderne, et a su sauvegarder l'intégrité territoriale du pays dans un contexte international extrêmement volatile et instable. Donc, le gouvernement géorgien a été également instigateur de la démocratie locale. Les structures étatiques étaient élues même au niveau local. Et ce gouvernement a également su constituer, établir le dialogue avec les minorités, mais aussi avec les unions professionnelles. Enfin, cette république a adopté une constitution moderne, qui est un modèle de son genre compte tenu de l'époque. Cette république a réussi à être membre de la Ligue des Nations, être reconnue par une trentaine, entre 30 et 40 États, y compris par l'ancienne puissance tutélaire, la Russie. Et durant sa courte existence, la Première République a commis relativement peu d'erreurs. C'est d'autant plus frappant que la Géorgie était privée des institutions étatiques pendant relativement longtemps, et les générations qui ont eu le privilège d'être à la tête de cet État étaient tous nés et avaient tous grandi dans les circonstances d'une dépendance coloniale. Donc ils n'avaient pas d'expérience d'un État indépendant, et dans ce contexte,
ils ont commis quasiment pas d'erreur, on peut dire. Choisir le modèle européen dans ce contexte, ancrer le pays dans le concert des nations libres, respecter les droits fondamentaux, refuser résolument les tentations du nationalisme ethnique et la restauration d'un mode de gouvernement autoritaire, ça relève vraiment d'un exploit. Vous regardez la situation à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a une petite période de victoire des libéralismes partout en Europe, surtout en Europe de l'Est, et ensuite on revient très rapidement vers le modèle autoritaire. Là, je voudrais rappeler une citation de Noé Jordania, qui était le premier chef de l'État géorgien. Noé Jordania, donc leader historique du Parti social-démocrate géorgien, un grand orateur. En 1920, a écrit un article, c'est un article qui a suivi, ça a été quelques semaines après la reconnaissance de la Géorgie par la Russie bolchevique, où il fait un parallèle entre donc le choix qui se présente à la Géorgie, le premier choix pour lui, le choix européen, qui est le choix de la social-démocratie qui lui-même s'inscrit dans le choix européen, et le choix bolchevique qu'il fait, qui l'associe ou qui met en parallèle avec la brutalité orientale et donc l'autoritarisme tsariste. Donc il fait déjà à l'époque, alors que lui-même étant un homme de gauche, il fait un parallèle entre le bolchevisme et le tsarisme. Évidemment, il ne s'agit pas là de parler du déterminisme culturel, mais les élites de l'époque, qu'ils soient de gauche ou de droite, avaient compris que la place de la Géorgie était en Europe. Bon, malheureusement, la Première République est tombée sous la coupe de la Russie bolchevique suite à une invasion armée et n'a pas pu survivre, non pas parce qu'elle n'était pas prête pour l'indépendance ou avait perdu beaucoup de temps dans les réformes inutiles, mais parce que la conjoncture internationale ne se prêtait pas à la survie de petits États comme la Géorgie. Le pays, la Géorgie, était d'ailleurs reconnue jusqu'à l'achèvement de son invasion. Les pays occidentaux, d'Europe, d'Amérique latine, reconnaissaient la Géorgie jusqu'au dernier jour. La période soviétique n'a pas pu éradiquer le souvenir de la première indépendance. Et en 1991, lorsque la Géorgie est redevenue indépendante, c'est tout à fait naturellement que le gouvernement a restauré la constitution de 1921. Maintenant, il y a des experts qui critiquent cette restauration de la première constitution en disant que la situation était très différente en 1991. En restaurant la constitution de 1921, donc la Géorgie, la Deuxième République, a en quelque sorte compromis ses chances d'étendre son contrôle sur les formations autonomes, mais ces experts en général oublient le fait que la restauration de la Constitution de 1921, où les droits des minorités étaient déjà protégés, et on parlait déjà de l'autonomie des minorités, notamment en Abkhazie, a été restaurée dans un contexte de guerre civile en Géorgie, et a laissé un chapitre entier temporairement libre pour l'organisation interne de la fédération, donc de la Géorgie indépendante. Notamment les chapitres qui devaient concerner la délimitation des pouvoirs entre l'autonomie, notamment l'Abkhazie, et le pouvoir central. Aujourd'hui, 90 ans après la première indépendance et 20 ans après la seconde indépendance, 20% du pays est toujours occupé. Suite à l'invasion de 2008, 10 000 militaires russes sont présents en violation des accords signés dans les deux régions occupées. Le but en 2008 était le même qu'en 1921, c'est-à-dire renverser un gouvernement pro-européen et pro-occidental et faire amener la Géorgie dans le giron de la Russie. Mais contrairement en 1921, la Géorgie a survécu, même si elle a dû payer un prix très fort. Aujourd'hui, la situation est différente. En 1921, personne ne pouvait empêcher la conquête de la Géorgie, notamment la Ligue des Nations, qui était l'embryon en fait, du système international. Je peux vous rappeler une anecdote qui date de 1921. Un honorable citoyen de ma ville natale, Koutaïssi, voyant les forces bolcheviques approcher de Tbilissi, se baladait dans la rue d'un air totalement déprimé. Il rencontre un jeune homme
très enthousiaste parce qu'il vient de recevoir une nouvelle qu'encore un pays, notamment d'Amérique latine, a reconnu. La Géorgie lui dit « Nous avons été encore reconnus par un autre État ». Ce citoyen qui regardait la rivière rayonnée qui était en crue, il a dit « Oui, mais ça, vous savez, ça me rappelle comme si j'étais dans cette rivière, comme si j'étais tombé dans cette rivière, et quelqu'un de la rive ou du pont me criait « Oui, je t'ai bien reconnu, adieu, je t'ai reconnu, mais bon ». C'était la situation en 1921. Aujourd'hui, l'existence même des structures telles que l'ONU, l'OSCE et encore plus de l'Union européenne et de l'OTAN empêche que cette invasion, ce genre de perte totale de l'indépendance se réalise encore une fois. En 1990, 1991, lorsque la Géorgie est redevenue indépendante, nous avons craint une période très difficile parce que la communauté internationale a laissé la Russie agir libre dans la région du Caucase. La Russie a obtenu le monopole de la part de la communauté internationale, des États-Unis et de l'Europe, de la gestion des crises dans la région du Caucase. Ensuite, on s'est rendu compte que c'était une erreur, mais dans les années 90, comme l'a dit l'intervenant précédent, le vice-premier ministre, le monde entier a accepté à ce que la Géorgie soit, encore une fois, non pas occupée ou annexée, c'était pas envisageable, étant donné que la Géorgie était déjà membre de l'ONU, reconnue comme indépendant, mais comme accepter le fait que la Géorgie rejoigne le domaine d'influence de la Russie, et surtout, non pas parce que la Russie était extrêmement forte, mais parce qu'il y avait ce principe sacro-saint qui était partagé par toutes les grandes puissances. Il ne faut pas humilier la Russie. Nous avons déjà humilié la Russie en ayant détruit le mur de Berlin, en ayant accepté les pays de l'Europe centrale et orientale au sein de l'OTAN, qu'il ne faut pas pousser trop loin. Donc le Caucase, l'Ukraine, les pays de l'Asie centrale ont été abandonnés sous l'autel de la réelle politique. Mais depuis la fin des années 90 et surtout depuis 2003, toute l'action de la Géorgie, ça a été de se rapprocher le plus possible avec les institutions euro-atlantiques. Et ce rapprochement, ça correspondait également au choix que le gouvernement avait fait de développer une démocratie de nouveau type, non pas une démocratie post-soviétique qui existait déjà dans la plupart des pays voisins, donc une démocratie marquée par une sorte d'instabilité, par la corruption des élites, par l'absence de véritable respect des droits humains, mais une démocratie qui s'inspire de la démocratie européenne et qui se rapproche en modifiant le pays très profondément, en modifiant non seulement les institutions, mais aussi en essayant d'insuffler des nouvelles mentalités, en essayant de transformer radicalement la Géorgie. Évidemment, c'est extrêmement compliqué. Il y a un problème de communication entre les générations, il ne faut pas s'en cacher. Certaines personnes ne sont pas contentes de ces transformations, mais c'est le seul choix que ce pays a aujourd'hui. C'est le seul choix pour éviter le retour en arrière, pour éviter le retour non pas la restauration de l'Union soviétique, qui me semble assez peu probable aujourd'hui, mais le retour dans une ambiance générale de post-soviétisme, où la démocratie libérale est considérée comme inacceptable ou incompatible avec les racines culturelles. Revenir vers le modèle proposé par le Premier ministre russe, Poutine, qui dit que la démocratie libérale est culturellement incompatible avec l'Europe orientale. C'est un cheval de Troie des Américains, des Européens, et le seul modèle démocratique qui peut fonctionner dans la région, c'est la verticale du pouvoir et la démocratie souveraine. Donc pour tout ça, la Géorgie fait le choix des réformes radicales, fait le choix difficile de la transformation du pays, et pour rien au monde, la Géorgie ne fera en sorte qu'on revienne sur ce choix, qui sont les choix, encore une fois, de valeurs, et non pas d'un choix géopolitique. Merci beaucoup.